L'éthique est une discipline normative ancrée dans la philosophie avec des éléments du droit. Ainsi, la normativité désigne le caractère normatif d'un discours, d'un comportement ou d'une institution, c'est-à-dire le fait que ce discours, ce comportement ou cette institution soit conforme à des normes ou rende d'autres choses, d'autres personnes conformes à ces normes. Les théories des relations internationales, quant à elles, sont par leur origine et leur vocation des sciences sociales. Elles ont pour propos d'expliquer et interpréter une série de faits dictés par l'évolution du système international. Pendant longtemps, il y eut une séparation entre éthique et relations internationales. L'international était un pays lointain dans lequel peu de théoriciens s'aventuraient. Par exemple, pendant la guerre froide, l'éthique des relations internationales était pensée par des philosophes. Toutefois, plusieurs questions centrales d'ordre international ont fait l'objet d'un débat éthique, notamment des sujets comme la guerre ou la famine, auxquels Michel Foucault ou Jacques Derrida se sont intéressés. La science politique est la discipline qui est le plus directement traitée des relations internationales et entretient dès son origine une relation complexe avec la question éthique. Les relations internationales deviennent une branche de la science politique pendant l'entre-deux-guerres, et ainsi la position éthique devient de plus en plus suspecte dans les relations internationales au nom d'une épistémologie classique qui trace une distinction radicale entre le fait et la valeur. Après la guerre froide et le 11 septembre, l'éthique des relations internationales se sont considérablement rapprochées et sont devenus des univers conceptuels étonnamment voisins. Enfin, les universités suivent ce mouvement et les publications augmentent en ce qui a trait à ce rapprochement interdisciplinaire. En regardant les principales théories des relations internationales, il est possible de faire un lien avec l'éthique. Par exemple, le réalisme est considéré comme la théorie des relations internationales la plus éloignée des considérations morales. Pourtant, les considérations normatives ne sont pas étrangères à la pensée réaliste. Par exemple, selon cette théorie, un État poursuit son intérêt national et maximise sa puissance. Mais malheur à celui qui ne le fait pas, car sinon d'autres le feront à ses dépens. Et donc, selon les réalistes, il est en effet dans la nature humaine de se comporter ainsi. Enfin, le réalisme est en fait une théorie conséquentialiste, puisque le conséquentialisme et l'éthique de responsabilité sont les fondements normatifs de la théorie réaliste. D'après Morganto, depuis le début de l'histoire et surtout au Moyen Âge, les actes de violence perpétrés par les États contre ses ennemis étaient toujours considérés comme justifiés en droit international et selon l'éthique, à la seule condition que la guerre était menée pour une juste cause. L'absence de contrainte morale lors des temps de guerre résultait de la nature même de la guerre, qui était alors considérée comme étant une lutte entre tous. C'est-à-dire que chaque citoyen de l'État ennemi devenait l'ennemi des citoyens de l'autre État. Par contre, depuis la fin de la guerre de 30 ans, il est désormais largement admis que la guerre n'est pas un conflit entre des populations entières, mais uniquement entre les armées des États belligérants. Et donc, par conséquence, la distinction entre les combattants et les non-combattants est devenue l'une des bases fondamentales pour les principes juridiques et moraux régissant les actions des États à l'international. Ainsi, la tendance à l'humanisation de la guerre a débuté au 16e siècle et a abouti aux grands traités multilatéraux du 19e et du début du 20e siècle, auxquels presque toutes les nations civilisées ont adhéré. En particulier, les conventions de la Haye concernant les lois et coutumes de la guerre de 1899 et 1907 considèrent comme un devoir moral et juridique universel de ne pas attaquer, blesser ou tuer délibérément des personnes non combattantes. C'est ainsi que les traités internationaux conclus depuis le milieu du 19e siècle avaient pour objectif d'humaniser la guerre, par exemple en interdisant l'utilisation de certaines armes par la Déclaration de Paris de 1858. Effectivement, les deux conférences de paix de la Haye de 1899 et 1907, la Société des Nations de 1919 et les Nations Unies de nos jours ont toutes pour objectif d'empêcher la guerre, en raison de la conviction que la guerre, soit la guerre moderne, est une chose terrible à éviter pour des raisons morales. Par contre, Morganto souligne qu'il y a des facteurs de la condition de l'humanité qui laissent présager un affaiblissement de certaines de ses limitations morales. Effectivement, la guerre moderne est devenue totale. Hiroshima et Nagasaki sont des exemples non seulement du développement de la technologie moderne de la guerre, mais aussi du développement de la moralité moderne de la guerre. Selon Morganto, deux facteurs ont provoqué la détériorisation des principes moraux de la politique internationale, notamment la substitution de la responsabilité démocratique à la responsabilité aristocratique en matière de politique étrangère, ainsi que la substitution des normes d'action nationaliste à la norme universelle. Effectivement, l'esprit du nationalisme, une fois matérialisé dans les États nationaux, ne s'est pas révélé universaliste et humanitaire, mais au contraire, particuliariste et exclusif. Cette fragmentation d'une société internationale autrefois cohésive en une multiplicité de communautés nationales moralement autonomes qui ont cessé de fonctionner dans un cadre commun de préceptes moraux est en raison de l'affaiblissement des principes moraux universels et supranationaux qui, avant l'ère du nationalisme, avaient imposé un système de concepts moraux aux politiques internationales des États. C'est ainsi qu'avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux systèmes moraux et politiques restants, qui revendiquaient une validité universelle, soit la démocratie et le communisme, se sont lancés dans une concurrence active pour la domination du monde. Toutefois, il ne reste que des fragments de ce système d'éthique supranationale qui exerce son influence restrictive sur la politique internationale.
Et donc, sur la scène internationale, tous les individus associent ainsi leur conception nationale de la moralité à ce que tous les hommes doivent et vont finalement accepter et vivre. Une autre des principales théories en relations internationales, soit la théorie libérale, a une dimension normative bien plus manifeste que le réalisme. Cette théorie est donc normative aussi bien en amont qu'en aval puisqu'elle pose une hypothèse normative bien située. D'une manière générale, l'explication libérale du monde met en lumière le rôle des normes comme mécanisme régulateur. Un bon exemple de cela serait les organisations internationales. La théorie libérale explique aussi, par exemple, que les démocraties ne font pas la guerre. Une des raisons est proprement normative. Par exemple, en démocratie, une guerre doit être justifiée pour être déclarée, ce qui fait notamment référence au principe de la guerre juste. Ce qui renda John Rawls populaire, c'est sans contredit sa fameuse théorie du voile de l'ignorance. Selon cette théorie, placé en position d'ignorance face au rôle qu'il détiendra dans une société, un individu choisira toujours d'établir cette dite société sur des bases fortes de justice sociale pour ne pas être victime d'injustice s'il y obtient une position ou un rôle relativement désavantageux. Ce que Geeson nous apprend, c'est que Rawls a tenté d'extrapoler cette théorie, pourtant traditionnellement adaptée à l'échelle nationale, au niveau international. Tout ça dans le but de remettre au goût du jour le projet kantien de paix perpétuelle. Si certains États opèrent selon une dynamique politique qui est garante d'une justice sociale de type libéral, cela n'est pas le cas de tous. Il existe aussi des sociétés hiérarchiques bien ordonnées, qui respectent certains droits fondamentaux, et des régimes hors la loi, dans lesquels les droits sont souvent bafoués. Rawls considère, en gros, qu'une guerre menée par un État libéral contre un régime hors la loi est une guerre juste, selon le principe de jus ad bellum, le droit de faire la guerre, puisqu'elle cherche ultimement à protéger les droits des personnes vivant sous le régime en défaut. L'État libéral peut même, dans les cas de crise extrême, aller jusqu'à attaquer, en toute légitimité selon Rawls, la population civile du régime ennemi pour parvenir à cette fin. Cela resterait dans les normes du jus in bello, ou le droit international humanitaire. Geeson critique Rawls, cependant, sur ses choix arbitraires de droits fondamentaux, desquels le droit de s'exprimer librement ne semble pas faire nécessairement partie. Il le critique aussi en ce qui a trait à l'inégalité quant à la redistribution des ressources au niveau mondial. Ainsi, si le premier voile de l'ignorance permet de régler théoriquement ce problème au niveau national, le deuxième voile de l'ignorance nous laisse beaucoup plus sur notre faim au niveau international. Cette faiblesse montre, selon Geeson, un certain conservatisme inégalitariste chez Rawls qui s'éloigne de l'idée kantienne initiale de paix perpétuelle. Nous en avions énormément à dire sur l'éthique et les interventions humanitaires dans le cadre scientifique des relations internationales, et nous aurions pu continuer pour encore plusieurs minutes. Mais ayant déjà considérablement dépassé le temps alloué, nous nous arrêtons ici. Prenons tout de même quelques instants pour apprécier la bonne musique. Merci là.